Emploi et employabilité des jeunes, le président de la République s'y attelle. Il a lancé ce matin à Koulikoro le 7e programme du stage de formation professionnelle de la pêche. Plus de 4000 jeunes sont concernés. 9 milliards de francs CFA pour consolider la sécurité énergétique. Le montant mobilisé par la SOGEM est désormais logé à la Banque of Africa. Les deux parties ont signé ce matin une convention de partenariat. Dernier acte du 8e anniversaire de la disparition de Ali Farka Touré. Un rendez-vous marqué par une exposition intitulée Le maire Grammy et par l'inauguration des monuments érigés en son nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé à l'IPR de Katibougou le 7e programme du stage de formation professionnelle de la pêche. Ils sont plus de 4000 jeunes pour ce premier contingent. Les nouveaux stagiaires se sont engagés devant le chef de l'État d'honorer leur engagement. L'objectif du programme est de contribuer à la formation professionnelle et aussi à la promotion de l'esprit d'initiative chez les jeunes chercheurs d'emploi. Envoyés spéciaux pour Ama Traoré, Ibrahim Traoré, Dembawan et Adama Kamara. Sous l'œil vigilant du président de la République, Mamadou Sanogo, ancien stagiaire, passe le fanion à Jabar Traoré, nouveau stagiaire. Ce geste est suivi des prestations de serment, disons de l'engagement solennel des nouveaux stagiaires. Le 7e programme du stage de formation professionnelle de la pêche est ainsi lancé. Le contingent 2014 compte 4533 jeunes exactement, contre 3000 pour la promotion 2013. Les femmes représentent 51,73% contre 48,27% pour les hommes. Les cadres supérieurs représentent 43,75% contre 56,25% pour toute autre catégorie confondue. Il convient de signaler qu'une discrimination positive a été également observée en faveur des femmes dont l'âge est compris entre 30 et 39 ans, ainsi que les jeunes handicapés physiques, visuels, auditifs et albinos. Fierté, satisfaction et honneur. Ainsi peut-on résumer les sentiments des nouveaux stagiaires qui promettent de respecter tous les engagements pris. Et cette formation va nous rendre performants, efficaces sur le marché du travail et ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'expérience dans le cadre du travail. J'ai été vraiment contente d'être parmi ces stagiaires-là. Je compte vraiment m'engager pour servir mon pays en tant que stagiaire. Les 4533 jeunes ont été sélectionnés sur les 28 000 ayant postulé. Ils seront répartis entre les services publics de l'État, les organisations patronales et consulaires, les ONG. Pour concrétiser le projet, l'APEJ a signé des conventions avec ses partenaires. Pour notre part, nous souhaitons vivement que ce stage de qualification bénéficie aux nouveaux volontaires, que je félicite au passage, afin de tirer le maximum, le meilleur profit possible. Je les exhorte à beaucoup de courage, de persévérance et je leur demande de faire preuve d'attention, de ponctualité et d'assiduité. L'objectif du programme est de permettre aux bénéficiaires d'acquérir une certaine expérience et de créer les meilleures conditions de leur insertion professionnelle. Une initiative à laquelle adhère fortement le président du Conseil national des jeunes du Mali. Pour Mohamed Salia Touré, l'accent doit être mis sur le suivi du programme. Les résultats appréciables de ce stage de formation professionnelle ne doivent pas nous empêcher de nous interroger sur le sort pénible de ces jeunes qui, finissant leur stage, reviennent à la case départ. Ce constat, pour ne pas dire cet échec, amène bien des jeunes à s'interroger sur la finalité de ce stage. C'est pourquoi je voudrais, à l'intention des décideurs, formuler les propositions suivantes. Une plus grande implication des services d'accueil dans l'encadrement des stagiaires, ce qui permettra d'améliorer les résultats obtenus. Rallonger la durée du stage à 18 mois en vue de prendre en compte le temps d'adaptation des jeunes dans les services d'accueil. Le président du Conseil national des jeunes a plaidé pour la rallonge du programme de stage. Il y a un certain nombre de propositions très intéressantes qu'il a faites. L'esprit de ce programme, c'est de renforcer l'employabilité des jeunes
ce n'est nullement de les garder longtemps en position de stagiaires. C'est pour leur permettre, ayant appris 12 mois auprès de personnes expérimentées, de leur permettre donc de pouvoir s'installer à leur propre compte, ou alors, lorsqu'on va leur poser la question, est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle, avant de leur donner un emploi, de dire oui, je suis passé par le stage de qualification de la pêche. Auparavant, le groupe Émergence Académie avait présenté un sketch sur le chômage des jeunes. Il met en nu certains comportements qui ne favorisent pas la recherche de l'emploi. Et comme il fallait s'y attendre, un accueil chaleureux a été réservé au président de la République dans la cité du Méguétan de Bamako à Katibougou. Les populations sont sorties massivement pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Dans son intervention, le président Ibeka a réitéré son engagement à lutter contre le chômage des jeunes. Nos envoyés spéciaux. En route pour le lancement du 7e programme du stage de qualification des jeunes diplômés, le président de la République a eu droit à un véritable bain de foule. Une foule fortement mobilisée sous un soleil grillant, et cela tout au long du trajet. Le cortège présidentiel arrive donc à Katibougou sous escorte populaire après une 60aine de kilomètres de parcours. Là aussi, le chef de l'État est accueilli avec tous les honneurs. Le président de la République ouvre ainsi les portes de l'administration et autres entreprises maliennes à plus de 4000 stagiaires. Une volonté politique du chef de l'État qui vise à lutter contre le chômage des jeunes. Pour cela, le président Ibrahim Boubacar Keïta table sur la création de 200 000 emplois dans les 5 années à venir. Plaise à Dieu que mon mandat soit celui de la jeunesse malienne. Une jeunesse repositionnée pour de nouvelles victoires. Une jeunesse redevenant la fière héritière d'une histoire de fierté et d'honneur. Contre le chômage, nous savons que la guerre que nous avons déclarée, de manière volontariste, mais de manière sincère, sera de longue haleine. Mais il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre choix que d'explorer chaque opportunité. Nous devons saisir toutes les chances de créer de l'emploi pour nos filles et nos garçons, notre jeunesse, pilier de notre avenir. L'emploi étant ce remède contre le mal-être, cette réponse au désarroi social. Vous le savez tous. Dans mon programme électoral, j'ai tablé sur la création de 200 000 emplois dans les 5 années à venir. Il est hors de question que cela reste une promesse électorale vaine, sans lendemain. C'est pourquoi, dès mon investiture, le gouvernement a été instruit de tout faire pour que cette promesse soit une réalité. La promesse n'est pas irréaliste, elle est réalisable. J'y crois dur comme fer.
Pour trouver des réponses innovantes au chômage des jeunes, l'heure n'est surtout pas au découragement, mais plutôt à la riposte, indique le président Ibeka. L'emploi est et demeure au rang de nos priorités nationales. J'engage donc le gouvernement à rapprocher davantage des demandeurs d'emploi des entreprises. Je l'engage à mieux faire connaître les avantages, les incitations et les mécanismes mis en place au profit des jeunes dans le cadre du financement et du développement de leurs projets. Nous avons eu promesse la semaine dernière de la mise à notre disposition par le chef d'État d'un pays ami du Nord d'environ 150 millions d'euros à utiliser dans des projets structurants selon la décision du chef de l'État. Et le chef d'État que je suis décide donc de vous octroyer sur ce chapitre-là 5 milliards de francs CFA. Le chef de l'État reste convaincu qu'il est impératif d'adapter la politique de formation professionnelle aux besoins du marché. Il invite pour cela les jeunes du Mali à se former et à s'intéresser davantage à l'agriculture pour profiter des immenses opportunités qu'offre ce secteur. Et ce n'est pas le soutien de l'État qui fera défaut. 4 mesures pour le financement des activités nous conduisant à la réduction du chômage. 4 mesures devront être examinées, notamment le développement de la filière de la formation professionnelle pour amoindrir le décalage entre les besoins des entreprises et les produits issus de ces formations. Deuxièmement, le développement de l'agriculture par l'implication de la jeunesse dans des projets agricoles et agro-industriels utilisant une forte main-d'œuvre dans la perspective d'occuper les jeunes sans emploi ou sans qualification dans ce secteur. En tout cas, j'engage notre jeunesse à tourner son regard de mieux en mieux et de plus en plus vers le secteur agricole, où les potentialités sont énormes. La conception également des projets de grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre, vous y avez fait allusion, pour renforcer ou renouveler nos infrastructures et pour employer une partie des jeunes désœuvrés. Dans son intervention, le président de la République n'a pas manqué de saluer et d'encourager l'accompagnement des partenaires du gouvernement dans la réalisation de cet ambitieux programme. Un projet qu'il entend suivre de très près pour booster l'emploi des jeunes au Mali dans les 5 années à venir. Vous pourrez suivre juste après cette édition l'intégralité des interventions du président du CNJ et du président de la République en langue nationale bambara. Et ce message du président Ibrahim Boubacar Keïta suite au décès du légionnaire français Marcel Kalafu. Koulouba, le 7 mai 2014, j'ai appris avec une profonde affliction la mort la nuit dernière du légionnaire Marcel Kalafu du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi au cours d'une mission dans les massifs du Tégargar dans le secteur de Tessalit, région de Kidal. Je salue très respectueusement la mémoire de cet intrépide sous-officier fauché dans la fleur de l'âge et présente mes condoléances les plus émues au président de la République française François Hollande, au gouvernement et au peuple français ainsi qu'à la famille du disparu. Le sacrifice ultime consenti par ce sous-officier de 25 ans expérimenté et très apprécié de ses supérieurs force notre respect et notre admiration. Le sergent-chef Kalafu, tout comme ses frères d'armes tombés avant lui sur le champ d'honneur, ainsi que l'ensemble des forces militaires engagées sur le théâtre des opérations au nord de notre pays, indiquent la voie royale à suivre pour anéantir et enrayer définitivement les menaces que constituent les terroristes, les djihadistes et les narcotrafiquants. Je tiens à réitérer à la France et à la communauté internationale notre gratitude et notre reconnaissance pour leur engagement sans précédent à nos côtés et je les assure de notre détermination à tout mettre en œuvre pour faire échec aux tentatives désespérées de réorganisation des groupes djihadistes au nord de notre pays. Koulouba, le président de la République.
Session plénière du 24e Forum économique mondial à Abuja. Plus d'une dizaine de chefs d'État prennent part à ce rendez-vous qui s'intéresse exclusivement à l'Afrique. Il y sera question d'accélérer la transformation de l'Afrique d'ici à 2015 en forgeant une croissance inclusive à travers la création d'emplois. Le Premier ministre malien est déjà sur place et nos envoyés spéciaux à Abuja, Tchessira Dambélé, Idrissa Traoré nous donnent les détails. Selon les organisateurs, ce 24e Forum économique mondial est l'un des plus importants en comparaison avec les précédents de par le nombre de participants. Plus d'une dizaine de chefs d'État, 1 millier de délégués venant de 70 pays d'Afrique et d'ailleurs. Ce que l'on appelle le Davos africain regroupe hommes d'affaires, société civile, leaders religieux et politiques autour du thème de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. Selon le Premier ministre chinois, il s'agit de forger une croissance inclusive et de créer des emplois. À l'ouverture des travaux, à peu près le même cérémonial, quelques allocutions dans un décor bleu, celle du président du Forum Klaus Schwab, celle du Premier ministre chinois Li Keqiang et enfin celle du président nigérian Goodluck Jonathan qui dira que les pays africains doivent assurer une croissance inclusive. Pour cela, il faut lutter contre les inégalités, considérer le secteur privé comme le moteur de la croissance et utiliser la jeunesse pour faire des dividendes en lui donnant du travail. Le Premier ministre malien, accompagné des ministres en charge du commerce, des investissements et la Chambre de commerce et d'industrie, représente le chef de l'État à ce rendez-vous pour une Afrique qui bouge. À Abuja, pour assurer la sécurité du forum, rien n'a été laissé au hasard. Le gouvernement nigérian a fermé pour 3 jours tous les services publics de la ville, de même que les écoles, sans oublier de quadriller le secteur du forum où même les employés des hôtels réquisitionnés ont besoin de badges spéciaux pour accéder à leur lieu de travail. Comme dira le président hôte du forum, les terroristes ne vaincront pas et la présence de tout ce monde à Abuja, malgré la terreur Boko Haram, est un coup dur pour le terrorisme. Ces jours, le Premier ministre malien prend part à plusieurs sessions du forum, sessions au cœur desquelles la stabilité et le développement du continent noir. Et ici, à Bamako, cet après-midi, une séance de travail s'est tenue entre le ministère des Affaires étrangères et une délégation des Nations Unies. C'est l'évaluation des opérations de maintien de paix conduites par la MINUSMA dans notre pays qui a prédominé les discussions. La délégation onusienne est dirigée par le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, Ramata Konate. À une 50aine de jours de la fin du mandat de la MINUSMA, les Nations Unies ont jugé nécessaire d'évaluer la mission de ces soldats et la situation politico-sécuritaire du pays, d'où la présence de cette délégation onusienne au Mali. Après 1 an et avant le renouvellement du mandat par le Conseil de sécurité de cette présence onusienne dans le pays, il est toujours convenable de revoir ce qu'on avait vu l'année dernière, les responsabilités de la mission, son mandat. Est-ce qu'il y aurait besoin de réconfigurer la mission, même voir ses capacités opérationnelles, militaires, logistiques, comment adapter la mission, comment la mission peut évoluer aussi pour faire face aux défis d'aujourd'hui. C'est l'idée de cette mission d'évaluation. Nous voyons que vous avez fait des avancées énormes, vraiment, qu'il y a 1 an, personne peut-être n'y croyait. Vraiment, tout ce que vous avez vraiment réalisé, les élections présidentielles, les élections législatives, le rétablissement des institutions de l'État dans le Nord aussi, se fait. Ce tableau reluisant, selon le chef de la délégation onusienne, ne doit pas nous faire oublier les défis sécuritaires à relever. Le travail ne fait que commencer. Il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a toujours une grande préoccupation à cause de la situation d'insécurité dans le Nord. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait renouvelé les félicitations du gouvernement et du peuple malien à l'endroit de l'ONU pour son soutien. Nous apprécions grandement l'assistance que les Nations Unies apportent au Mali. Le travail que vous apportez au pays, je pense qu'il a commencé à donner des résultats parce que nous sommes partis d'une situation extrêmement fragile, extrêmement difficile, avec aussi l'installation au mois d'août d'un président élu, avec une majorité très confortable qui nous donne la légitimité nécessaire pour pouvoir vraiment asseoir les institutions et aussi enclencher un processus de dialogue, un processus de paix.
qui, nous l'espérons, va nous amener dans une phase de paix durable pour le pays. Une paix sans laquelle il n'y aurait pas de développement. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la présence de cette mission onusienne d'évaluation stratégique de très haut niveau. Établir une cartographie des vulnérabilités, des différentes menaces et des défis sécuritaires dans notre pays, voilà tout le sens du forum multi-acteurs sur la gouvernance de la sécurité dont les travaux ont commencé ce matin dans notre capitale. Au terme de 2 jours d'échange, les participants devraient élaborer des propositions consensuelles pour une contribution à la nouvelle approche de gouvernance sécuritaire au Mali. Mamari Kone, compte rendu. Comment construire collectivement des réponses durables aux crises multiformes et complexes auxquelles est confronté notre pays? C'est autour de cette préoccupation que se retrouvent une 50aine de participants du forum multi-acteurs pour la gouvernance. Gouvernance de la sécurité, préoccupation de tout temps, préoccupation de tout lieu, peut-être à des degrés différents. Et c'est dire combien la question de la gouvernance de la sécurité est d'importance. Elle est d'importance, mais surtout d'actualité pour notre pays. Pendant les 2 jours d'échange, 4 panels seront présentés et pour ce faire, les thèmes retenus sont contribution des acteurs de la société civile à une gouvernance démocratique de la sécurité, contrôle et sécurisation du territoire, enjeu des luttes contre la prolifération des armes légères dans un contexte de gouvernance de la sécurité ainsi que la coopération sous-régionale et internationale de la gouvernance de la sécurité. L'initiative du forum multi-acteurs est donc à saluer et à encourager, d'autant qu'elle est la suite normale d'un processus dynamique de réflexion sur les enjeux de la gouvernance en général au Mali. C'est dans ce cadre que le forum capitalise plusieurs publications sur des thématiques aussi variées que l'accès à la justice, le processus électoral, l'éducation à la citoyenneté, la gouvernance de la sécurité. Aucune des questions majeures qui concernent la refondation de l'État, et l'insécurité en est évidemment une, ne peut être vue aujourd'hui sans référence à la grande réforme voulue par le président de la République et son gouvernement de la décentralisation et en particulier de la régionalisation. Comment réfléchir à la gouvernance de la sécurité dans un État décentralisé et déconcentré? C'est, me semble-t-il, l'un des grands enjeux des débats de ces 2 jours. Au sortir de la crise politico-sécuritaire qui a mis en exergue les maux dont souffrent nos forces armées et de sécurité, les autorités maliennes ont engagé un processus de réforme, dira le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des réformes qui vont concerner tous les corps habillés. Je crois qu'on a les grandes chances pour que notre pays, sur la question de la sécurité, mais aussi sur d'autres questions, fasse de cette crise une opportunité pour qu'on aille à l'étage au-dessus. Je crois que c'est ça l'attente de toutes les autorités dont je me fais le porte-parole ici. De sa création en 2008 à ce jour, le forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali traite ainsi son 2e thème sur les formes de gouvernance. Les jeunes entrepreneurs de l'espace UEMOA se retrouvent pour la 2e fois à Bamako pour échanger sur les enjeux de l'entrepreneuriat dans l'espace qu'ils ont en partage. Des dizaines de stands spécialisés, des colloques et autres causeries débats sur l'entrepreneuriat sont au rendez-vous. Al-Husseini Touré. La problématique du financement de l'entrepreneuriat jeune, c'est le thème de cette 2e édition du Salon de l'entrepreneuriat des jeunes de l'UEMOA. Le SAGE UEMOA ambitionne d'éveiller et de promouvoir les talents des jeunes porteurs de projets par le truchement des échanges et conseils pratiques en matière de formation, création et gestion d'entreprises d'une part et d'autre part former et informer les jeunes diplômés sur les stages et recrutements et les stratégies de l'auto-emploi. Convaincue de l'utilité et de la pertinence d'une telle initiative, la commission de l'UEMOA n'a pas hésité à donner sa caution morale et financière. La commission de l'UEMOA s'est engagée dans une série de programmes et de réformes, notamment le programme régional de facilitation des échanges, le programme de renforcement des capacités en matière de concurrence, le programme régional d'amélioration du climat des affaires. Pour encourager la création d'entreprises par les jeunes, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a mis en compétition un prix d'encouragement d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Quant au département de l'emploi et de la formation professionnelle, il dédie la tenue de ce salon à la promotion des PME et PMI et au développement de l'esprit d'entreprise. La recherche de solutions à la question de l'insertion professionnelle des jeunes
Partant, la problématique de la lutte contre le chômage des jeunes est un défi que Monsieur le Président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé de relever à travers son programme de création de 200 000 emplois durables dans les 5 années à venir. L'ambition du gouvernement aujourd'hui est d'impulser une nouvelle dynamique de relance de la croissance économique afin de créer les conditions d'une réduction significative de la pauvreté et du chômage. Ce deuxième salon de l'entrepreneuriat jeune est une initiative de l'agence de communication Image Group. Sur le chantier de la Corniche, les travaux de construction du passage réservé aux motocyclistes ont connu des progrès mais pas significatifs. Et pourtant, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement tient au délai du 15 juillet prochain pour la fin des travaux. Nouhoun Sissoko pour plus d'informations. Les travaux de construction de la Corniche sont exécutés à 51%. Environ une dizaine de jours après sa première visite du chantier, le ministre de tutelle y est retourné ce mercredi. C'est d'abord pour qu'on puisse discuter avec l'entreprise pour accélérer ce chantier qui a trop duré. Dans l'espace de temps, j'ai constaté que l'entreprise a fait quelques progrès. Des progrès qui ne sont pas très significatifs, mais c'est des progrès qui pourront amener à faire avancer les travaux. Lors de sa première visite le 28 avril dernier, seulement la moitié des travaux avaient été exécutés. Le visiteur a invité l'entreprise à prendre en compte les aspects de sécurité routière. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train de faire en sorte qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour faire des déviations qui feront que les gens continueront toujours à circuler malgré qu'il y aura des désagréments à côté. Mais nous avons dit qu'il faut qu'ils fassent tout pour que pendant la saison de pluie, que les désagréments soient le minimum possible sur nos usagers. Pour le ministre, le délai en cours est de rigueur. Il faut qu'ils finissent le travail dans le temps prévu et dans l'addition qu'ils viennent de donner. Il y a 45 jours qu'ils ont demandé, ils auront les 45 jours, mais pas plus. Les responsables de l'entreprise n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro. Mamadou Hashim Koumaré a promis de revenir voir dans 10 jours. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a lui rencontré les élus de la commune 1 à l'ordre du jour le déguerpissement des concessions construites dans les lits des marigots empêchant l'écoulement des eaux de pluie, une situation qui avait causé, on se rappelle, les inondations en commune 1 le 28 août dernier. Adama Koulibaly. C'était une rencontre à laquelle les débats étaient ouverts à tous ceux qui étaient présents. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, pendant son information sur les mesures prises par le gouvernement, a été clair. La communication vise essentiellement à déterminer les conditions de libération de ces servitudes. Le premier élément de la communication, c'est la libération des servitudes. Le gouvernement entend libérer les servitudes, quelles qu'elles soient. Le deuxième élément, c'est la réparation éventuellement des préjudices subis par les occupants. Troisième élément, c'est la sanction contre les agents de l'administration et les autorités administratives qui ont concouru ou dont les décisions ont concouru à ce type d'occupation. Quatrième élément important, c'est la sensibilisation. L'État, donc le gouvernement, a prévu une période de sensibilisation de 2 mois. Le ministre Mamadou Diarra a aussi annoncé que bientôt le gouvernement va entreprendre des travaux d'assainissement au niveau des zones dans la ville de Bamako ainsi que dans d'autres villes à travers le pays afin d'éviter le dégât comme celui du 28 août dernier en commune 1 et 4 du district. L'État est prêt à commencer le récurage et le creusement de ces différents cours d'eau. Prioritairement, on est parti pour commencer à Woiwayanko, sur le Woiwayanko, sur le Bankoni, sur le Tingolé. Les travaux devraient commencer sur le Woiwayanko. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, le génie militaire, pour être plus précis, va commencer les travaux sur le Bankoni et sur le Tingolé. Le reste suivra au fur et à mesure de la libération des canaux et au fur et à mesure d'autres engagements financiers. C'était l'occasion pour les populations en commune 1 de formuler leurs souhaits en matière de recasement et de rappeler les différents litiges fonciers. 9 milliards de francs CFA, c'est le montant que la société de gestion de l'énergie de Manantali Sogem injectera dans la cagnotte de la Bank of Africa. La présente somme n'est pas une propriété de la banque, mais une somme destinée à gérer les risques hydrauliques de la société pendant les moments de crise. Abdrahman Mega. À travers cette signature de convention,
La société de gestion de l'énergie de Manantali met dans la cagnotte de la Banque Waf Africa la somme de 9 milliards de francs CFA. Ce fonds, qui sera géré par cette institution financière, permettra à la SOGEM de faire face à d'éventuels risques de faible hydraulicité. Cette sélection de la BOA fait suite à un appel d'offres lancé par la société de gestion de l'énergie de Manantali en novembre dernier. Le choix de cette banque a été le fruit d'une sélection très transparente pour permettre à la SOGEM de placer ses fonds dans une banque non seulement avec toute la sécurité requise, mais aussi avec toute la flexibilité de traitement des dossiers entre les deux institutions. Après s'être félicité du choix porté sur son institution, le directeur général de la BOA Mali a remercié la SOGEM pour cette marque de confiance. Nous sommes également, car au-delà de l'essence environnementale du dit fonds de soutien, le montant de 9 milliards et plus demain que nous sécuriserons et fructifierons préservera et facilitera de meilleures conditions d'exploitation du projet énergie de Manantali, ô combien vital et stratégique pour le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Ce partenariat ainsi scellé permettra également à la SOGEM, qui regroupe le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, de consolider sa place sur le marché énergétique sous-régional. Elle travaille déjà dans la mise en œuvre des ouvrages de seconde génération ainsi que les réseaux nécessaires à l'évacuation de l'énergie à partir des lignes d'interconnexion sous-régionales et régionales. Pour la reprise des services de la justice dans les régions du nord de notre pays, le PNUD et les Pays-Bas s'engagent à travers une signature de convention à accompagner nos autorités. C'est dans ce cadre qu'ils viennent de lancer conjointement un projet dénommé Timihugu, qui veut dire en Songoï Maison de la Vérité. Il vise à réhabiliter une vingtaine de palais de justice et de logements pour les magistrats dans les localités de Tombouctou, Mopti et Gao, avec pour finalité faciliter l'accès des populations à la justice. Le reportage depuis Tombouctou de Adama Djimde. Cette signature entre le Mali, les Pays-Bas et le PNUD consacre le lancement du projet Timihugu, Maison de la Vérité en son rail. Il vise la réhabilitation de 11 palais de justice et 12 logements pour juges dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti. Dans le cas du retour de la justice au nord, les amis du Mali ont une bonne raison pour l'accompagner. Les Pays-Bas travaillent sur la sécurité et de l'état de droit au Mali. Ceci n'a rien d'étonnant pour qui connaît l'importance de ce thème pour les Néerlandais. Nous arbitrons à La Haye d'importantes institutions qui œuvrent pour la paix et la justice dans le monde, comme la Cour pénale internationale ainsi que la Cour internationale de la justice. Le projet Restauration de l'autorité de l'État et accès à la justice, dont le budget s'élève un peu plus de 17 millions de dollars, est une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement qui vise à contribuer aux efforts du gouvernement dans la reprise des fonctions régaliennes de l'État et la consolidation de la paix au nord du pays. Pour le directeur des finances et du matériel, représentant le ministre de la Justice, notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire et la justice doit emboîter le pas. Le ministère de la Justice a consenti des efforts importants en dépêchant les magistrats dans les régions du Nord. Plusieurs décisions de justice ont été déjà rendues, ce qui témoigne, si besoin en était, de la présence des juges dans les localités concernées où ils s'évertuent à maintenir le service minimum de justice malgré la faiblesse des moyens. Auparavant, le gouverneur Mangara avait fait une brève présentation sur le retour de l'administration. Par ailleurs, le chantier du palais de justice de Tombouctou a reçu la visite des missionnaires. Dans quelques jours, la salle de spectacle de Kidal sera entièrement rénovée et fonctionnelle. Les travaux de réhabilitation du bâtiment de plus de 500 places ont été lancés en même temps que les activités d'assainissement de la ville de lancement qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'intervention d'urgence en faveur des régions du nord de notre pays. Tiemogo Sagara et Sidiki Balo.
Faire de Kidal l'une des villes les plus assainies du Mali, c'est l'ambition affichée par le Centre national de la promotion du volontariat au Mali et ses partenaires, c'est-à-dire le ministère chargé de la jeunesse et celui en charge de la reconstruction du Nord. Aussi, ces acteurs décident de réhabiliter la salle de spectacle de 516 places offerte en 2011 par l'État malien à la jeunesse de la 8e région pour son épanouissement. Cette salle qui a coûté plus de 500 millions de francs CFA a été saccagée en 2012. Cette double activité de réhabilitation et d'assainissement de Kidal qui dure 3 mois mobilisera la somme de 50 millions de francs CFA. Il s'agit donc d'ouvrir des sites d'assainissement dans la ville de Kidal, la collecte des ordures qui vont occuper les jeunes, mais aussi réhabiliter la salle de spectacle de Kidal, donc ce qui est un espace de loisirs des jeunes, d'épanouissement des jeunes, pour que vraiment la jeunesse de Kidal puisse retrouver toutes ces activités. Les autorités régionales de Kidal qui ont salué l'initiative souhaitent la pérennisation de telles activités pour le bonheur de la région. C'est pourquoi ils demandent une forte implication de la jeunesse de Kidal. Le mot que j'ai pour ces jeunes, c'est vraiment de leur demander, en tout cas de persévérer, pour que cette activité puisse être le moteur de la paix au niveau de la région de Kidal. Les services techniques de Kidal ne demandent pas mieux et promettent le suivi des travaux ainsi lancés. Je pense que nous allons nous y mettre, sensibilisant les jeunes davantage pour qu'ils s'adonnent vraiment à l'activité et en leur montrant du doigt tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de cette activité-là. Ces activités de réhabilitation de la salle de spectacle et l'assainissement de la ville de Kidal entrent dans le cadre du programme d'intervention d'urgence en faveur des régions du nord du Mali dans son volet chantier de jeunes. Et en 5e région, une mission de l'agence norvégienne de développement NORAD était dans le cercle de Bandiagara. La délégation a visité les réalisations du programme Empowerment des femmes et des filles financé par NORAD pour la période 2009-2015. Jules Sambou-Sissoko, compte rendu. Le programme Empowerment des femmes et des filles sur financement du gouvernement norvégien à près de 8 milliards de francs CFA est exécuté par CARE dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Le PEF a réalisé beaucoup d'infrastructures dans les cercles de Bandiagara, Bankas, Koro et Mopti, et ce, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la maîtrise de l'eau, de la sécurité alimentaire, entre autres. À cela s'ajoute le renforcement des capacités à améliorer le statut social des femmes, des acquis qui mérite d'être palpé par le bras financier du dit programme, d'où cette visite. Ce qui m'a impressionné le plus aujourd'hui, c'est la confiance que les femmes ont manifestée en elles. Notre cible la plus importante porte sur l'autonomisation des femmes, parce que nous pensons que des femmes autonomisées, des filles autonomisées constituent un pouvoir fort. Alors, ce que nous avons vu sur le terrain aujourd'hui est assez encourageant par rapport à l'utilisation à bon escient de l'investissement que nous faisons. Dans la commune de Barasarasak de Bandiagara, un gros investissement attire l'attention. Il s'agit d'une unité de collecte, de transformation et de commercialisation des folios, une première dans la région de Mopti. Cela n'est qu'un bout des réalisations de ce programme, sachant que c'est un programme qui vise l'autonomisation économique des femmes. Nous avons aussi des interventions dans le cadre de la gestion des crises et conflits et qui aident les collectivités à mettre en place des mécanismes communautaires. Des échanges directs ont permis aux bailleurs d'avoir une bonne compréhension de l'apport multiforme du PEF au bénéfice des femmes de la région de Mopti. Les membres de la commission éducation de l'Assemblée nationale ont bouclé leur visite de terrain dans la région de Caille par l'école publique à cantine de Boulouli. Les députés ont été impressionnés par cette cantine qui nourrit 298 élèves par jour. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Haruna Diarra. Pour rapprocher l'école des apprenants, l'État a créé des cantines dans certains établissements scolaires. L'école publique à cantine de Boulouli est située à 30 km et à l'ouest de Kita. Elle a reçu la visite des parlementaires. Cette cantine nourrit 298 élèves issus des deux cycles. Depuis l'arrivée de la cantine jusqu'à maintenant, vraiment les élèves, vous le savez déjà, suivent normalement les cours. À Boulouli, ici, nous voyons que les enfants sont retenus par cette cantine. C'est une action à encourager. Au moins, c'est pour que les enfants soient retenus, qu'ils ne soient pas abandonnés à eux-mêmes.
Nous avons rencontré par contre dans certains cercles que les enfants ne sont plus à l'école à partir de midi parce qu'il n'y a pas à manger. Quand ils vont à la maison aussi, ils rencontrent que les parents ne sont pas sur place pour s'occuper d'eux. Les repas sont préparés chaque jour par des groupes de femmes et le menu est varié. Pour le moment, ce qu'on nous emmène par le PAM, le mil, l'huile, le petit pois. Les députés ont visité le magasin de stock des vivres des élèves et la cuisine. La dotation est trimestrielle. Après les cours, les élèves ont dégusté leurs plats en compagnie des parlementaires. Le plan est bon. La cantine est venue ici. C'est bon. Nous mangeons très bien cuit. Vraiment. Cette école a été créée en 1996. Le premier cycle compte 6 classes dont 3 salles en paillotte. Au second cycle, il n'y a que 2 professeurs pour toutes les matières excepté la biologie. Les 24 candidats de cette école ODF n'ont pas de professeur de biologie. Ils ne font que recopier les leçons sans explication. D'où ce cri de cœur du préfet de Kita. Demander aux autorités supérieures, en tout cas d'ici l'année prochaine, mais nous prions le bon Dieu pour que d'ici l'année prochaine, en tout cas le vide qui est là soit comblé. Un cri de cœur qui, j'espère, a été entendu. L'Agence nationale de la sécurité routière a célébré ce 8 mai la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Protection des piétons et des passagers des transports en commun, c'est le thème de cette première édition. Je vous propose le reportage de Noum Sissoko. Des transports en commun dans la circulation routière est une préoccupation quotidienne du Mali. Si l'on considère les statistiques d'accidents du district de Bamako au titre de l'année 2013, sur un total de 4127 accidents enregistrés, les accrochages auto-auto et auto-moto dans lesquels sont impliqués les transports en commun portent sur 2852 accidents. Sur le plan national, 29% des piétons sont malheureusement tués sur les routes, contre 18 des passagers et 7 des chauffeurs. Le Mali, qui est membre fondateur de l'OSRAO en 2008, est résolument engagé dans la lutte contre l'insécurité routière. On est sorti aujourd'hui, on a mis les membres des associations qui luttent contre l'insécurité routière pour sensibiliser et former les usagers à emprunter ces passerelles-là, les piétons. Ça va de leur vie. Il y a la formation des 150 chauffeurs à l'urbain, c'est-à-dire les chauffeurs de Sotrama et de Bâché qu'on appelle les Dourdrouni. Ce sont ces Sotrama-là qui sont au quotidien en contact direct avec les passagers. Et c'est une manière de les former, de les sensibiliser, pour qu'ils comprennent que ces passagers-là ont des droits, comme ils ont des obligations. À titre de rappel, cette journée a été instituée par la 5e Assemblée générale de l'OSRAO, tenue en octobre dernier à Ouagadougou. Et le gouverneur du district de Bamako qui invite les citoyens qui sont en train de construire sur la bande des 140 mètres de Sabali-Bougou de se présenter sur le terrain le vendredi 9 mai à 8 h pour participer à l'évaluation des investissements réalisés. L'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal rappelle aux Maliens résidant au Sénégal, en Gambie, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau que les opérations d'enrôlement au RAVEC se poursuivent à la chancellerie de l'ambassade du Mali à Dakar. Les dites opérations sont pérennes. En conséquence, l'ambassadeur invite les Maliens de la juridiction à se faire recenser et à retirer leur carte NINA au bureau du RAVEC, sise à l'ambassade du Mali à Dakar, tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 16 h 30. À l'instar des autres pays du monde, le nôtre a célébré aujourd'hui 8 mai la journée mondiale de la Croix-Rouge, une manière pour les responsables de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de rendre hommage à Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Moussa Fani. Paix et solidarité au Mali, c'est le thème de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge édition 2014 retenu au niveau national. Une occasion pour les membres du mouvement international de la Croix-Rouge de rendre hommage aux employés et des volontaires de l'organisation, des travailleurs qui œuvrent pour faire entendre la voix des personnes vulnérables. Malgré les résultats positifs obtenus ces dernières années, nous, volontaires de la Croix-Rouge, entendons jouer pleinement notre partition dans ce concert de renforcement des alliances locales et internationales en vue de relever les défis humanitaires croissants de notre époque.
Selon le président de la Croix-Rouge malienne, sa structure a investi 5 milliards de francs CFA dans des projets et programmes au bénéfice de la population. Sur cette somme, l'État a contribué pour 3,5 millions de francs CFA. Les volontaires de la Croix-Rouge du Mali estiment que l'État malien doit assurer une contribution plus conséquente à la hauteur de son statut de premier partenaire de la Société nationale de Croix-Rouge. En cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, j'en appelle à tous les membres de la société pour encore plus de protection de la vie, de la santé, de la dignité humaine. Je vous assure également du soutien du gouvernement du Mali en général et de mon département en particulier pour toutes les actions allant dans le sens de la promotion des meilleurs cadres de vie de nos populations. Le président de la Croix-Rouge malienne a également sollicité l'accompagnement des autorités pour le renforcement de la sécurité et de la protection des humanitaires. Lutte contre la vente des produits pharmaceutiques contrefaits sur le marché malien. L'Ordre des pharmaciens du Mali, en collaboration avec le commissariat de police du 8e arrondissement, vient de saisir 192 cartons de produits. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Moussa Gouroudial, il est le vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Il a été interrogé par Mohamed Ould Mamouni. Tout est parti d'un contrôle des retours des agents du commissariat du 8e arrondissement de Bamako. Donc c'est à la suite d'interpellation d'un jeune homme qui avait en sa possession 3 cartons de médicaments. Ces médicaments étaient destinés à un revendeur de cartes téléphoniques installées à Caille. C'est à partir de là qu'ils ont remonté la filière et ils ont pu remonter jusqu'à un certain monsieur qui est ses magasins au niveau de, on va dire à Djelibougou, sur la route de Koulikoro. Et c'est de là qu'ils ont pu constater que dans le magasin, il y avait 189 cartons de médicaments, essentiellement d'amoxicilline, du paracétamol et de multivitamines. Quand on a été aussi saisi par le commissariat du 8e arrondissement, nous avons engagé tout de suite la procédure aussi qui sied. À la date où je vous parle aujourd'hui, tous les cartons sont déposés au niveau de la DPM, la direction de la pharmacie et des médicaments. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale est un instrument de promotion des droits de l'homme, mais peu connu du public. Les travaux de l'atelier d'appropriation du dit document ont débuté ce matin à Bamako. La rencontre de 2 jours regroupe les organisations de la société civile et autres défenseurs des droits de l'homme. Sokona Kamisoko. C'est dans le cadre du lancement des activités de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation pour tous au Mali que la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous a initié cette journée en faveur des enfants malvoyants. Il s'agit pour les initiateurs de promouvoir l'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap. Le thème est intitulé « L'égalité des droits, l'égalité des chances. Éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap ». Le choix de ce thème n'est pas gratuit, car au seuil de 2015, bon nombre d'enfants en situation de handicap n'ont toujours pas accès à une éducation de qualité. La coalition Éducation pour tous invite l'ensemble des acteurs de l'éducation à prêter plus d'attention à cette couche qui se trouve assez marginalisée avant le bilan de 2015. Actuellement, nous avons 103 élèves et étudiants qui poursuivent leurs études au niveau de l'enseignement secondaire technique et professionnel et de l'enseignement supérieur. Je crois qu'on n'aurait pas pu avoir ces acquis si l'État ne s'était pas véritablement investi pour assurer la promotion de l'éducation spéciale dans notre pays. La politique nationale de l'éducation en a pris compte de toutes ces préoccupations. La campagne mondiale pour l'éducation est un mouvement qui regroupe plusieurs organisations et réseaux internationaux dont le but est de lutter en faveur de l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. Le maire Grammy, c'est l'intitulé d'une exposition qui s'est tenue lundi à la Galerie Médina de Bamako. Cette exposition rend hommage à Ali Farka Touré ou encore le maire et ses Grammy. Cette manifestation lancée il y a 2 mois a été marquée d'ailleurs par l'inauguration d'un monument érigé en son nom. Ce projet est initié par la médiathèque de Médina Koura, la fondation Ali Farka Touré et ses partenaires. Modibo Soare pour les détails.
Cette exposition se veut le finissage, entendez par là l'achèvement des activités commémoratives en hommage à l'artiste Ali Farka Touré. Un événement commencé le 7 mars dernier par l'inauguration du monument Ali Farka et le méga concert à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Et le thème choisi cette année par les organisateurs était le mérite. La fondation Ali Farka Touré, d'abord on disait c'est pour perpétuer les œuvres d'Ali Farka. L'inauguration a été meublée par l'expo photo à la galerie Médina. Aujourd'hui, sur le finissage. Donc, on a profité en même temps pour faire une remise symbolique des instruments de musique à des jeunes artistes maliens. Dans cette exposition se côtoient les archives personnelles de Ali, les photos de sa fondation et des œuvres de sommité de la musique avec lesquelles il a travaillé. Au-delà des photos, on rencontre aussi des objets intimistes de l'homme, ses chapeaux, ses lunettes, son permis et même sa fameuse guitare de Belgrade. Le vernissage a été surtout marqué par la remise symbolique de matériel et autres instruments de musique à certains artistes du pays par les partenaires néerlandais de la fondation. Je vais beaucoup jouer sur cette guitare. Et vraiment, continuellement, il a passé sinon à mes frères pour qu'ils joueront là-dessus, pour que la musique triomphe encore. C'est là qu'ils voulaient qu'on cesse de jouer la musique chez nous. J'ai commencé de jouer la guitare, ça fait 2 ans. Donc, la fondation Ali Farka, c'est ma famille. Et ça m'a beaucoup plu aussi d'avoir une guitare. C'est un projet qui est né aux Pays-Bas. On a des amis là-bas qui ont toujours soutenu les artistes maliens, notamment Henriette Touré, qui était la femme de Ali Farka Touré, qui a initié cette collecte d'instruments à diverses occasions aux Pays-Bas lors de concerts. Ils ont récolté, je crois, ça fait 80 guitares environ, et un peu de matériel supplémentaire pour aider les artistes qui ont souffert durant la crise, notamment les artistes du Nord, évidemment, mais pas seulement, parce qu'il y aura des dons qui seront faits ultérieurement dans divers cercles pour les groupements de jeunesse, les orchestres régionaux. Voilà donc qui boucle ainsi 2 mois d'activité non-stop pour commémorer le 8e anniversaire de la disparition du triple Krami Awar Ali Farka Touré. Une initiative de sa fondation en vue de perpétuer la mémoire et l'œuvre grandiose de cet artiste musicien qui a marqué plus d'une génération. C'est en tout cas une très belle façon de rendre hommage à Ali Farka Touré qui reste d'ailleurs parmi nous à travers sa musique. Nous passons au sport et c'est du football, le championnat national de Ligue 1, la Fédération malienne de football qui remet petit à petit son calendrier à jour. Hier, au compte de la 12e journée en retard, l'ASB et le Djoliba AC ont fait match nul, 2 buts partout au stade Modibo Keïta. Koumba Nyambili. Dans cette opposition, le score était à l'avantage de l'association sportive de Bamako qui menait 2-0 jusqu'à la 87e minute quand Abdoulaye Traoré donne une lueur d'espoir aux Rouges de Bamako. Le Djoliba reste toujours le Djoliba, l'impossible n'est pas au rouge. Les gens me déçus, hein. Il faut voir comment on va pendant 2-0, ça reste 4 minutes de la fin, à temps d'arrêt. À l'entame, les 2 formations s'adonnent à un match équilibré et pauvre en occasion. 0-0 score à la pause. À la reprise, sur un service de Mohamed Koumaré, Karamoro Tangara profite du mauvais positionnement des défenseurs djolibistes pour ouvrir le score à la 67e minute en faveur de l'association sportive de Bamako. Galvanisé par ce but, l'ASB accentue le pressing et double la mise à la 75e minute par Karamoro Tangara, son doublé de la soirée. À 2-0, la tension monte dans les gradins. Les Rouges ne baissent pas pour autant les bras. Nous sommes à 3 minutes de la fin du temps réglementaire suite à une balle arrêtée. Abdoulaye Traoré réduit la marque pour le Djoliba. 2-1. Et c'est dans les ultimes minutes que Issa M. Traoré arrache le point du nul pour les pensionnaires de Heremakono. 2-2 score final. Les joueurs, ils ont précipité. J'ai dit on va casser le rythme, on va casser le rythme. Ça reste arrêt de jouer. Mais chaque match on fait comme ça. Hein. C'est notre victoire. Et malgré tout ça, que faire? On a réagi ce soir comme une grande équipe. Nous demandons à nos supporters de nous soutenir. Le championnat, ce n'est pas fini. Il nous reste beaucoup de matchs à faire. On a des matchs importants à faire. Donc on leur demande de rester derrière nous. Inch'Allah, ça va aller. À la recherche de ses repères depuis quelques journées, le Djoliba AC, 4e au classement, compte désormais 30 points plus 9. Quant à l'ASB, 10e au classement, elle a 22 points.
Nous terminons par ces nouvelles. Le ministre des Affaires religieuses et du culte qui a visité ce matin certaines radios de confession religieuse, c'était pour s'enquérir de leurs conditions de travail et aussi pour leur transmettre des messages des autorités. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à suivre après le message du président de la République aux jeunes à Koulikoro, un magazine sur la tournée du chef d'état-major général des armées dans les régions de Ségou, Mopti, Gao et Kidal. C'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez en compagnie de Mohamed Touré pour les éditions du jour et dans la nuit, Ndé Sissoko. Très bonne suite de nos programmes. Bonsoir.